Du coup, Spring Cloud, je vais vous présenter tous les projets qui gravitent autour. Spring Cloud, c'est surtout pour ajouter des outils qui permettent d'interagir entre tous les microservices qu'il y a dans sur votre réseau. Je vais commencer par le service Discovery. Le service Discovery, c'est ce qui va permettre avoir une gestion d'annuaire. Donc, vos clients, vous avez un serveur du coup Discovery qui va venir récupérer, enfin vos clients du coup vont venir s'enregistrer sur le serveur et ça va vous permettre par la suite aux clients de s'interconnecter avec les autres clients justement qui sont sur le même réseau. Donc je vais vous présenter tout d'abord le serveur. Donc j'ai en tout là on va manipuler 4 applications. Je commence par le Pizza Service Discovery. C'est pas utiliser le mode présentation. Si tout le monde arrive à voir, c'est grave. Ouais, ouais. Du coup, pour créer un service Discovery côté serveur, on a simplement une librairie à installer. Après, c'est assez classique. En fait, on a le Spring Boot Starter à utiliser. Plus un dependency management qui va nous permettre de récupérer toutes les librairies qui sont liées à Spring Cloud. Et en l'occurrence ici, donc Spring Cloud, c'est juste l'API grosso modo, et l'implémentation qu'on utilise dans notre cas là, ça va être Netflix Eureka. Et pour créer un serveur, il y a cette dépendance à ajouter, et au niveau du code, ce sera simplement un arrobase enable Eureka Server. Et avec juste ça, en fait, je vais pouvoir démarrer un serveur Eureka. Donc ça, c'est le Pizza Discovery. Donc là, je suis dans le projet, et là, j'ai déjà compilé le projet, donc je vais pouvoir le démarrer directement ici. Et on va voir ce qui se passe. Et du coup, donc là, on voit bien que le serveur Eureka, il a démarré. Maintenant, on va se connecter, on va regarder la partie client. Et sur le client, donc c'est Pizza App. Pour ceux que ça intéresse, une formation Spring à Max.js. C'est pas sur cette. Donc, au niveau du POM ici, ce qui va nous intéresser, on a la même chose en fait, mais côté client. Donc ça, c'est pareil, c'est Spring qui va nous auto-configurer. On n'a pas besoin de mettre de @enable ici. Il va automatiquement essayer d'aller chercher le serveur Eureka. C'est pas automatique, il faut faire un peu de conf. La conf elle est très minimaliste, ce qui paraît plutôt logique du coup, parce que là, on va juste venir récupérer, enfin lui dire, hein, bah voilà, mon serveur Eureka, en l'occurrence, il pointe sur le localhost 8085/Eureka. Donc, et c'est la deuxième chose qui est importante là-dessus, c'est ça qu'il faut définir, et c'est surtout le Spring Application.name. En fait, là, je lui donne comme nom pizza-app, et en fait, il va venir s'enregistrer auprès du serveur Eureka en précisant ce nom-là. Ça, c'est important parce que du coup, là, dans les exemples que je vais montrer par la suite, je vais démarrer 2 instances de pizza qui vont être sur 2 ports différents. Et en fait, les deux vont s'enregistrer sur le serveur, et du coup, les deux seront enregistrés. Et on verra que par la suite, on pourra faire du load balancing en fait, sur ces serveurs et les interroger. Et c'est le serveur Eureka qui va venir distribuer les appels en fonction de son algo, que je ne connais pas. Mais l'idée, c'est qu'on peut faire ça. Je montre aussi un. Du coup, là, en fait, on va voir qu'on a accès au serveur. Et du coup, j'ai créé un contrôleur. Ça, c'est en prod, il n'y a pas trop d'intérêt de faire ça. C'est juste pour montrer qu'on accède bien au serveur et qu'il nous met à dispo tous les clients dont on a besoin. Du coup, Spring, il auto-configure un Discovery Client. Discovery Client qui va pouvoir nous permettre d'aller voir quelles sont les instances que lui connaît. Et donc la première API que j'ai créée là, c'est justement pour me retourner toutes les noms des applications que lui, il a déjà enregistrées côté serveur. Et celui-là, là, je lui précise avec. Donc, du coup, là, j'aurai la liste des noms. Et là, en lui précisant le nom ici que j'aurais déclaré, il va me retourner toutes ces instances. Donc, tout à l'heure, quand je disais je vais créer 2 applications Pizza App, du coup, là, il va me retourner 2 instances. Donc, on va venir regarder ça. Yes. Donc, ça. Donc, je suis sur mon projet Pizza App. J'ai démarré cette application.
on va pouvoir voir dans les logs qu'il se connecte au service Eureka. Il y a pas mal de logs qui démarrent au début. Enfin, après, j'ai activé les traces aussi, c'est pour ça qu'il y en a autant. Et là, on a le log qui fait registering application Pizza App. Donc ça, c'est le nom qu'on a défini dedans et qui sont enregistrés avec le statut. Hop. On va démarrer une autre instance. Là, je te le démarre sur un autre port. Ça va être pareil. Yes, c'est bon, j'ai démarré. Donc on va faire appel au service enfin au endpoint que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là l'idée c'est de récupérer tous les services qui sont enregistrés. Donc même si j'ai deux applications qui se sont connectées au serveur, vu qu'ils ont le même nom en fait, ils sont tous enregistrés sous le Pizza App. Ici, donc, du coup là je vais récupérer toutes les instances qui sont sous Pizza App. Et là du coup, donc on a une array qui va contenir deux éléments en fait, qui sont mon host où il y a le port 8080 et le deuxième qui est en 8080. Alors je sais pas pourquoi en host là il met un host Docker intérieur. Moi je dois avoir mon localhost ici. Et du coup si je tape sur ça après je peux directement accéder en fait. Enfin j'ai toutes les informations pour me connecter sur le client. Et du coup là j'ai réutilisé justement le host qu'on a découvert avant, et puis je reprends son port. Et là je peux faire appel à mon Pizza App. Donc ça c'est juste l'API, donc c'est bien l'API de Pizza App qui renvoie. En fait la réponse c'est un identifiant, l'ID, puis la recipe qui contient des éléments. Et enfin, dernière chose sur ce Discovery Client. En fait, du coup, au démarrage de l'application, il s'enregistre. Et si je le coupe, on va voir qu'il se désenregistre justement. Là. Là, sur le HTTP delete, là, en fait, il vient dire je m'éteins, donc du coup, désenregistrement en fait, du serveur Eureka. Et si je viens vérifier, en repassant par là, je crois que j'ai coupé le 80. Ça a pu marcher. Et du coup là j'aurais plus que j'en ai plus que un qui est associé, c'est lui-même du coup, mais c'est suivant. Donc là du coup on a découvert la partie Discovery Client, enfin c'est le service Discovery. Notre fonctionnalité c'est l'OpenFeign. C'est ce qui permet de définir via une interface un client HTTP, l'équivalent un peu de REST template, mais de façon plus simplifiée et qui nous permet un peu de se baser sur le Discovery Client. C'est un peu l'équivalent du Spring Data, mais en version client REST. Et en fait, pour définir un client, c'est juste la notation Find Client. Ici, ça c'est le nom qui est enregistré du coup sur le serveur. Et après, on va venir un peu de la manière d'un REST controller où on définit les get mapping, les post mapping. C'est un peu, on va faire sensiblement la même chose sous forme d'interface. Donc du coup, comment on déclare ça? Donc j'ai un autre projet qui s'appelle Pet Clinic. C'est le projet Spring qui existe par défaut. Enfin, voilà, j'ai juste rajouté les dépendances qui sont associées. Donc on a un OpenFeign qui a été ajouté. Et après, on a juste rajouté un peu de configuration au niveau de la partie Java. C'est pareil, c'est assez classique, c'est un enable qu'on va venir ajouter. Est-ce que je l'ai mis là-dessus? Je ne sais plus. Ouais. Et du coup, on met cette annotation en base de OpenFeign Client. Donc du coup, là, il va venir nous chercher nos clients qu'on aura déclarés. Donc, en l'occurrence, j'ai créé une interface Pizza App Client. Donc là, l'idée, c'est que Pet Clinic il fasse des appels à Pizza App. J'ai déclaré le RobustFind Client.
et du coup je lui mets le nom du service sur lequel il est censé être mis. Et après je fais des arrobas getMapping, où là typiquement je viens récupérer, là l'idée c'est de récupérer toutes les pizzas qui sont enregistrées dans la base de Pizza App. Et j'ai recréé une autre, là c'est pour créer une nouvelle pizza quoi. Et, du coup, comment j'interagis avec donc en fait sur le getMapping, j'ai fait bon là il y a du Discovery Client mais on s'en fout, c'était juste pour afficher les instances. Et en fait je fais un pizza app, donc je l'ai injecté ici par constructeur. Donc c'est Spring du coup qui va un peu à la manière de Spring Data instancier lui-même les méthodes en fonction de ce qu'on a défini dans l'interface. Et là je refais un get pizza. Du coup si j'affiche l'interface, enfin si j'affiche le contenu, je ne l'ai pas démarré, c'est normal. Donc lui aussi du coup c'est un client qui vient se connecter aussi sur le serveur Eureka pour savoir sur quelle instance taper, sinon ça ne va pas marcher. Et du coup là j'ai ma liste de toutes les pizzas que j'ai déclarées juste avant. Et ici j'ai mis juste pour afficher les instances. Comment ça se comporte si tu coupes ton service derrière? Lequel du coup ton bac sur lequel ton client il tape. Il te met. Bah du coup il va échouer, c'est comme s'il était plus disponible quoi. Il te dit clairement il n'a pas trouvé le service dans l'annuaire, dans Eureka. Bah du coup c'est comme s'il te renvoyait une erreur 500. En fait c'est comme si tu tapais directement dessus quoi, si tu veux. C'est juste qu'au niveau de ton serveur Discovery, il va rerouter en fait. Tel quel, il n'y a pas une surcouche par-dessus. Non. Il m'a fait un... Ok. Du coup voilà pour la partie Fan Client. On a aussi du Spring Cloud Config. Là l'idée c'est de dire toutes nos properties, plutôt que de les gérer en interne dans notre application, on va les exporter sur ailleurs. Et en l'occurrence le ailleurs ça peut être un repository Git, il y a plein de manières de stocker ça quelque part, mais ça peut être dans un fichier, dans un Vault, dans un AWS. Et donc du coup Spring Cloud Config il va venir, on va venir créer un serveur. Sur serveur on va faire la config justement en fonction de ce qu'on veut faire là. Et ça va permettre à tous les clients de notre réseau de se connecter sur ce serveur, et ce serveur-là ensuite redispatchera les properties. Donc ça permet aux microservices clients de récupérer ces properties. On peut aussi les mettre à jour HO. Pas vraiment vrai, je vais vous montrer comment on fait. Et en fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que du coup, on peut, sur le serveur, on va pouvoir, du coup, il y a des API qui vont s'exposer, c'est sous ce format-là, /application. /application, c'est Pizza App. /profil, c'est éventuellement le profil qui aura été associé quand le microservice client se sera connecté. S'il a mis un profil, il faudra taper sur celui-là. Et voilà, je vais vous montrer des exemples, ce sera plus parlant. Du coup, je vais montrer d'abord le serveur. Le serveur, je l'ai mis sur le Discovery Client. Donc là, dans le POM, on a juste à déclarer le config serveur. Au niveau de la configuration Java, on a juste besoin d'un enable config serveur. Et juste avec ça, ça va lui permettre de... il n'y a pas que ça quand même, il y a quand même les properties. Parce que si on ne dit pas où est-ce qu'il faut aller les chercher, il va avoir du mal. Ici, je vais définir la branche principale où il faut aller récupérer les properties, donc c'est sur la branche master. Là, je me suis basé sur un repository Git, du coup. Et là, sur le Git URI, donc moi, je me suis créé un repository local. Il n'est même pas sur un serveur. Je dis juste, en fait, en précisant file de points à quelque chose, donc config pizza, c'est mon repository Git, et du coup, il se base sur le fichier .git. Donc du coup, il va reconnaître toutes mes branches, etc., qui seront créées. Le reste, on s'en fout. Et donc, du coup, grâce à ça, il va pouvoir récupérer les properties.
que je n'oublie rien. Montrer la config. Yes. Et du coup, je vais vous montrer. Il va sur config pizza. Et en fait, on a du coup 3 fichiers de properties. On a l'application .yaml, donc du coup là, ça peut être propagé à toutes les applications qui se connectent, ils ont toutes les properties qui sont dedans. Enfin, tout le monde va récupérer celle-là. Et ensuite, après, on peut redéfinir par projet. Donc là, pour le projet, pour le microservice pet clinic, du coup, il va prendre les properties qui sont là-dedans. Et si jamais, en plus, il y a un profil -dev, il prendra les properties qui sont dedans. Donc, après, c'est un jeu de overriding des properties au fur et à mesure. Du coup, j'ai montré la partie cliente. Le client, d'ailleurs, c'est le Pizza Hut. C'est le pet clinic, je crois. Et du coup, pour déclarer ça... Oui. J'ai zappé. Je crois que j'ai zappé. J'ai zappé une slide, donc je reviendrai après dessus. Du coup, on a juste besoin du starter config ici. Et c'est tout. Yes. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment on accède aux properties sur le client. Donc, le localhost 8085, c'est mon serveur Discovery qui fait aussi le serveur de gestion des properties. Ici, en fait, je suis en train de me dire, pour l'application Pet Clinic, avec le profil prod, montre-moi ce que toi, tu as découvert en fait, dans mon repository Git. Moi, je suis pas en tant que client, du coup. Je suis vraiment sur le serveur, où je veux savoir en fait ce que lui, il a découvert. Et en fait, là, il est en train de me dire, j'ai découvert pour la properties app google.url cette URL-là. Mais pas que, parce qu'en fait, il y a de l'overriding là que j'ai mis en place. Du coup, si je fais une recherche sur ça, en fait, il y en a 3 qui sont définis. Donc là, en fait, il y a sur l'application .yaml, il m'a récupéré le www.google.fr et sur le pet clinic, il m'a trouvé cette URL là. Et sachant que j'ai pas défini de profil pour la prod, donc du coup, il a pas affiché. Mais par contre, si j'affiche l'équivalent pour la dev, et ben là, il m'aura retrouvé en plus une nouvelle properties. Voilà. Là, sur le pet clinic dev, il a encore une nouvelle URL qui est celle-ci, en plus des 2 autres. Et du coup, concrètement, donc là, on vient juste voir en fait quelles sont les properties qu'il a découvertes. Et si on fait, là, je lui précise, là, je veux savoir en fait pour le pet clinic, dis-moi ce que tu vas avoir au bout du compte en fait, un niveau fichier YAML. Et en fait, c'est ça. Donc là, en fait, pour le pet clinic, il n'a pas l'application .yaml, il a été overridé par cette URL-là. Et celle-là, en fait, c'est celle qui existe dans le fichier application.yaml. Et donc, du coup, si je regarde pour la partie dev, donc là, je lui fais pet clinic-dev. Et ben là, du coup, il a pris l'URL qui était dans le dev. Quoi. Donc, il a overridé au fur et à mesure. Et donc, du coup, côté client, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, le localhost 8082, c'est le pet clinic, donc c'est vraiment celui qui nous intéresse. Et donc je suis sur le /env. On va venir regarder ce qu'il a récupéré. Ok. Ouais. Du coup. Du coup, lui, c'est pareil, il va venir regarder, tiens, j'ai le petclinic.yaml qu'il a récupéré via sur le config server, etc. du fichier, enfin, il nous indique bien tout, quoi. Et du coup, il nous indique qu'il a trouvé les 2 fichiers, du coup. Et à la fin, il va récupérer la bonne, du coup, en fonction de ce que lui a déterminé qui était plus
plus discriminant. Et je vais mettre à jour du coup des properties. Du coup, dans mon placation.yaml, j'avais ça. On va mettre à jour cette properties-là pour le pet clinic, donc qui n'est pas défini. On va mettre je vais pour le comité. Enfin, pas le push, mais juste le comité. Et côté serveur, je crois qu'il l'a pris en compte directement. C'est un nom. Je ne sais plus. Est-ce qu'il le prend en compte directement? Normalement, oui. Ah oui, il faut. Il faut peut-être le redémarrer du coup celui-là. Ah non, c'est bon. Oui, donc c'est bon, il s'est bien rajouté du coup automatiquement. Moi, j'ai même pas eu besoin de redémarrer le serveur, il vient récupérer automatiquement les mises à jour. Par contre, côté client, c'est pas pareil. Parce que du coup, si je fais ça ici, que je refais. Je crois qu'il s'appelle Other. Comment il est? Et en fait, lui, il s'est pas mis à jour par contre. Et en fait, pour le mettre à jour, il faut que je fasse un refresh sur le client. Je sais pas si vous connaissez ça, mais du coup, il vient dire en fait, c'est une action sur le client où je viens dire sur ce endpoint là, il redémarre pas tout à fait l'application, il refresh son contexte. Mais l'application reste quand même indispo pendant ce temps-là. Donc du coup, ça met un peu de temps et il y a une indispo du serveur, quoi. Donc à la limite, si vous êtes en load balancing, c'est pas très grave. Mais voilà. Et du coup, là, il va me dire ah bah oui, c'est bon, j'ai vu que tu avais fait qu'il y a eu des mises à jour sur le serveur. Et donc, du coup, là, je viens de récupérer app.autre URL. Et si je vais là, il y en a deux. Beouf.fr. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions sur cette partie ou property. Circuit breaker, je ne vous l'ai pas montré, non, j'étais censé faire ça en premier, mais c'est pas grave. Circuit breaker, c'est ce qui va vous permettre de retourner une autre valeur si jamais un service ne vous répond pas en fait. Et ce qui définit le je réponds pas, il y a plusieurs critères en fait. Il y a le sliding windows. J'ai pas forcément tout compris comment ça fonctionnait, mais l'idée c'est sur une timelapse, sur un temps donné, s'il est trop long, s'il y a trop de requêtes qui sont longues, ou ou des requêtes qui sont trop en erreur, dans ces cas-là, on va dire que l'appel il est KO, et dans ces cas-là, on va faire appel à l'autre méthode qu'on aura définie. Et on peut définir plein d'autres choses, le taux d'échec par appel, le temps de requête moyen qui est trop long, il y a du bucket pattern, rate limiter, et un temps de requête trop long. Le bucket pattern, en fait, il est utilisé pour isoler des microservices dans les pools de connexion. L'idée, en fait, c'est qu'on a un pool de connexion, si on a plusieurs pools de connexion, s'il y en a un qui est trop long, on ne va pas venir affecter les autres, en fait. Normalement, ça affecte que le pool de connexion sur lequel il est. Et le rate limiting, il est là pour contrôler le débit du trafic envoyé. En fait, si le trafic il est inférieur ou égal à la limite qu'on aura spécifiée nous, du coup on rejettera les requêtes qui sont envoyées. Ou on va les retarder en fait. Donc comment ça se concrétise? Je pourrais
ça. Tac. Alors, au niveau du pomme, ça va être le circuit breaker ici, résilience forgée. Donc, de la même manière, la partie dans Spring, le circuit breaker, c'est l'API. Et ici, l'implémentation, on a utilisé résilience forgée. Je crois qu'il y en a encore 2 ou 3 autres. Bref, là j'ai utilisé ça. Pour utiliser certaines propriétés supplémentaires comme le bulkhead, là j'ai dû rajouter ces dépendances-là. Et on a aussi Spring Retry, je ne sais plus si on est parlé dans un slide, mais bref, c'est ce qui permet de, si jamais on voit qu'il y a un premier échec, bah, si on veut retenter, bah, voilà, ils ont prévu ça aussi. Et je vais vous montrer des exemples. Du coup, au niveau de la config, on avait. Bon, ça c'était juste pour les logs de l'OpenFame, on s'en fout. Ici, ce qui nous intéresse, c'est comment on construit les circuits breaker. On a une factory qui est instanciée par Spring. On fait un create. Ici, c'est l'ID. Paf, c'est fait. On a déjà un truc qui fonctionne par défaut. Si on veut maintenant configurer le circuit breaker, on peut utiliser cette méthode, le customizer. Enfin, en fait, il faut retourner à un customizer. Ça, il faut savoir que le customizer, du coup, on vient dire là, pour toutes tes résiliences forgées circuit breaker, tu viens m'appliquer cette configuration. Donc, sous-entendu dans ce que je dis là, c'est si jamais on a plusieurs circuits breaker, mais qu'on veut pas, qu'on veut affecter une configuration pour un en particulier, bah, faut pas utiliser ça, quoi, du coup. Il faudra juste envoyer un circuit breaker factory. Et donc là, du coup, je vais définir, si jamais la requête elle dure plus de 500 millisecondes, on considère que c'est un échec, et du coup, exécute le code que je viens de montrer. Donc, comment ça se passe? J'ai un pizza, je crois que c'est celui-là. Yes. Du coup, j'ai créé une API, voilà, sur le post. Bon, c'est ça. Bon, ça c'est du blabla. C'est juste pour définir la requête. Ce qui nous intéresse ici, c'est ça. On a juste à faire le circuit breaker.run. Donc c'est l'instance que je récupère. Donc là, je fais un new pizza. Donc ça, c'est l'OpenFane qu'on a déclaré juste sur le truc d'avant. Je fais un new pizza et là, j'ai virgule et je lui mets une autre fonction. Et dans cette fonction-là, je lui dis qu'est-ce que je veux faire si jamais ça échoue, quoi. Là, en l'occurrence, je refais appel à une autre API qui s'appelle Dominus Repository. Et si jamais ça échoue, je veux lever une exception. Donc, du coup, on peut enchaîner les trucs comme ça, mais alors, au bout d'un moment, il faut bien faire quelque chose si on ne peut plus rien faire. Et le reste, je pense qu'on s'en fout. Ok, c'est cool. Comment ça se passe réellement? Donc là, la pizza, le new pizza que je crée là côté pizza app, je l'ai mis à un taux d'échec. Enfin voilà, possiblement ça répond OK, mais pas toujours. Et là, en l'occurrence, il a échoué. Il a échoué pourquoi? Parce que sa réponse c'est Dominus. Et donc du coup là, on peut voir que en faisant appel à ça, là, il m'a retourné une pizza. Enfin, il a fait appel, grosso modo, à l'autre, au else quoi, du new pizza. Donc on a la possibilité de faire des configurations un peu plus complexes. Je ne les ai pas mises en place, mais je vais vous montrer des exemples. En l'occurrence ici, là, on peut définir un pourcentage de requêtes en erreur qu'on accepte, ou qu'on refuse, ou qu'on envoie les choses. En fait, on peut définir aussi si les requêtes elles sont trop lentes sur un laps de temps, sur un certain laps de temps, et bah, du coup on peut les rejeter. Et voilà, il y a toutes sortes de configurations qu'on peut mettre en place. Je vous ai parlé aussi du bulkhead pattern avec le nombre de pools de connexion qu'on accepte avant qu'il aille interrompre les autres. Et bah là, on vient de définir la quantité maximale d'exécution en parallèle. Donc, on a aussi la partie retry. Là, je vais montrer un exemple où en fait, si ça échoue, je voudrais retry. Je voudrais recommencer plusieurs fois, quoi. Donc, j'ai créé un retry template
où je lui dis réessaye-moi ça au moins 5 fois, et si au bout de 5 fois ça a échoué, je voudrais que tu m'exécutes ce code-là. Donc là, on va récupérer le retry template que j'ai ici. Je vais faire ça. Ça, non, ça compile. Yes. J'ai pas pensé à ça, mais il faut que je recompile. On est sur Python. Donc je redémarre l'application pour qu'il prenne en compte mes modifs. Donc là, du coup, il va réessayer 5 fois. Yes, c'est toujours cette API-là. Et on va pouvoir regarder les logs. Donc forcément, ça prend plus de temps, parce qu'il a réessayé 5 fois. Donc, là, du coup, ça a échoué. Il a réessayé plus de 5 fois. Et là, ça a réussi. Donc on va voir combien de fois il a réessayé. Donc du coup, comment on voit ça? Il y a beaucoup de blogs, mais l'idée c'est que là, on voit qu'il y a une erreur. Donc en fait là, on voit le post qui est fait et ici la réponse. En fait ici il a échoué, il a dû échouer au-dessus aussi. On voit qu'il a échoué là. Donc il a au moins réessayé 3 fois. Et sachant que j'ai enchaîné, on ne saura pas vraiment combien de fois il a réessayé. Mais du coup, l'idée, c'est que voilà, il réessaye tant que ça échoue, là, il réessaye à chaque fois. Sachant que là, j'ai mis un max attempt à 5, et du coup, dès que ça échoue, il réessaye direct. On peut décaler aussi, mettre un laps de temps entre chaque appel, qui décale au fur et à mesure. Ah oui, et puis on a des métriques aussi là-dessus. En fait, ça c'est toutes les métriques que nous met à disposition Spring par défaut dès qu'il voit qu'on a un circuit breaker qui existe, il nous autoconfigure ça. Et en l'occurrence, là du coup j'ai voilà toutes les métriques qu'on a à dispo. Là j'ai mis un exemple sur le circuit breaker. Là du coup ils mettent 0. Ah non, si 2. Ouais, donc du coup il y en a eu 2 en échec. Et après voilà, on a des stats supplémentaires qui nous permettent de savoir combien de fois ça a échoué, etc. Donc on a vu, il y a la gateway, il reste template avec load balancer. Je pense que je vais avoir le temps que de présenter un ou deux. Est-ce que vous préférez gateway ou reste template avec load balancer? Le reste? Ouais. Let's go, parce que gateway, je maîtrisais pas trop. Je vous montre rapidement juste la gateway parce qu'en fait ça se résume juste en une classe. En fait c'est un DSM qui vous permet de rerouter juste de rerouter des c'est un API management en fait. Mais en fait on tape sur /pizza/API/pizza et là je vais dire ma requête que j'ai en entrée, rajoute-moi des headers de sécurité. Puis réécris-moi le pass et je viens de dire viens me taper sur localhost 8080. Et là je lui définis pour toutes les autres pour tous les autres appels fais rien en fait. Juste redirige la requête. Donc c'est de l'API management, donc vous allez pouvoir rajouter des règles de sécurité, des logs. L'idée c'est de centraliser, c'est un peu du cross-cutting concern qu'on va faire là, c'est vraiment de centraliser ici tout ce qui peut être pour éviter de mettre ça sur tous vos microservices. Tout ce qui est transverse. Voilà, exactement. Tout ce qui est transverse. Cherchez le mot. Du coup, sur
sur le reste template load balancer, en fait, du coup, Spring, il connaît, et on a le service discovery. Donc si jamais, donc là j'ai pris l'exemple de Pizza App, en fait, il suffit de rajouter une notation load balanced. Et grâce à ça, en fait, il va savoir qu'on va taper sur un service où il y a justement potentiellement plusieurs instances, et du coup, c'est lui qui va venir repartager les appels qui sont effectués. La configuration, elle est simple. Load balance. Du coup, si on regarde comment c'est fait, chez Nissan, yes, c'est toute la configuration qu'on veut. Donc du coup, j'ai créé mon template builder, donc ça c'est ce qui est instancié par Spring. Je définis un route URI. Le route URI, en fait, ici là, je mets bien le nom du service qu'on a déclaré déjà bien avant. Voilà, c'est le nom du service, quoi. Et du coup, la notation en base load balance. Pareil, j'ai redéfini une API, donc je récupère le reste template qu'on a créé avant. Et là, j'ai fait un random pizza, juste tape sur n'importe quelle pizza. Donc on va venir vérifier qu'il redispatche bien les requêtes. Je vais les redémarrer. Je vais juste les redémarrer pour qu'on puisse voir. C'est ok. Yes, celui-là. Je vais faire plusieurs appels. Du coup, lui, est-ce qu'il a reçu une réponse? Il en a reçu 0, j'ai l'impression. Et lui, je pense qu'il a reçu toutes les réponses. Argument 1, 5, 2. Bon, voilà un exemple qui ne fonctionne pas, mais. Pourquoi il retourne une erreur là? Ah, ok. Enfin, c'est normal du coup, c'est parce que j'ai plus de. Enfin, j'ai mis de 1 à 5, mais. Bon, du coup, il a pas redispatché, je sais pas pourquoi. Mais. Tes deux services sont bien enregistrés dans Eureka. Ouais, c'est automatique au démarrage, on les voit bien en plus. Je sais pas pourquoi il a pas redispatché. Pourquoi il est long? Bah, une dernière démo, ce sera un échec. Et c'est fini. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai montré? Tout était clair du coup? Enfin, toute ta stack, là, du coup, tu déploies ça dans quoi en général, Eureka et. Alors du coup, j'ai pas mis en pratique moi en production ou quoi que ce soit. J'avoue, j'ai tout déployé en local, mais je sais pas trop comment ça se passe après. En fait, t'as pas été déployé n'importe où, faut juste qu'ils puissent se parler entre eux. Bah c'est ça, ouais. Faut juste que ce soit ouvert quoi. Pas forcément besoin d'en avoir un orchestrateur ou Non. quoi que ce soit, c'est juste des applis qui tournent. Mais ouais, ce que tu vois, à chaque fois, c'est des applications qui démarrent toutes seules quoi. Des applis Spring. Mais du coup, là on parle des services Eureka, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des services uniquement, enfin, c'est pas des microservices uniquement Java quoi. Du coup, il y a d'autres clients qui, si c'était du C# ou autre, à partir du moment où ils implémentent Eureka, c'est bon, ils peuvent se connecter quoi. Et réutiliser tout ce qu'on a vu en avantage. Bah, sauf des choses comme OpenFame, parce que c'est particulier à ce point. Mais... C'est bien pour faire du cloud on-premise, ou si c'est ton propre cloud.
Bah, au final, peu importe le cloud, ce qui est vraiment important là, c'est surtout si tu as énormément d'applications à gérer en fait. Là, il y a une vraie plus-value parce que du coup, ton OpenFaint, tu vas pouvoir facilement le recréer. Ça va être surtout si tu as beaucoup d'applications qui Si tu veux te passer de la couche Kubernetes, Docker, tout ça. Bah, j'ai l'impression ouais, que tu peux t'en passer du coup. Ouais. Je sais pas trop si c'est mieux ou pas, mais visiblement ouais, ça remplace certaines choses comme ça. Après, ça pilote pas le lancement de tel service. C'est vraiment l'enregistrement et l'inventaire des services. Et puis la communication entre eux. Ouais. Parce que tu vois, si tu les déploies par exemple dans un cluster Q ou dans un cluster sur par exemple, ça fonctionne très bien. Quoi. Tu conteneuries et Ouais, mais ça marche très bien. il y a des fonctionnalités que tu n'as peut-être plus besoin du coup qu'on a vu là aujourd'hui. Bah, ça peut jouer des tours parce que des fois, par exemple, ça a justement des clusters qui vont te faire du load balancing et du coup, tu as plusieurs niveaux de load balancing, ce qui fait que du coup, tu te fais gros switch. Ça peut te faire jouer des tours. Midi 15.